les apports de la théorie des jeux. Alors, principes généraux de la théorie des jeux. D'abord, la théorie des jeux s'intéresse au comportement individuel, hein, donc aux acteurs, et elle intègre, et c'est ça qu'elle essaye justement d'expliquer ou d'analyser, elle intègre les interactions stratégiques et les imperfections informationnelles. Interaction stratégique, c'est simplement la reconnaissance que les acteurs, dans une entreprise par exemple, eh bien, sont en relation entre eux, et que cette relation, eh bien, elle détermine aussi ce qui va être gagné ou ce qui va être perdu. Alors c'est vrai à l'intérieur d'une entreprise, par exemple c'est vrai entre un salarié et sa hiérarchie ou sa direction, mais c'est vrai aussi entre un fournisseur et l'entreprise, ou entre un client et l'entreprise. Hein, donc il existe des interactions stratégiques. Ces interactions stratégiques, évidemment, elles vont reposer sur un partage plus ou moins grand d'informations entre les acteurs qui interagissent. Et justement, cette information, par définition, elle est imparfaite. Elle est imparfaite parce qu'il peut y avoir asymétrie, il y en a qui sait plus que l'autre, parce qu'il y en a un qui cache à l'autre aussi une partie de l'information, ou parce que, dans un certain nombre de jeux, les acteurs ne sont pas en situation de pouvoir communiquer. Hein, donc on essaye de voir ce qui se passe quand il y a des individus qui ont des choses différentes à faire valoir quelque part, sont en interrelation, et qu'ils ne savent pas la même chose ou qu'ils n'ont pas la même quantité d'informations à disposition. Alors, la théorie des jeux va étudier notamment la manière dont les individus rationnels règlent des situations conflictuelles. Puisque une des interactions possibles, eh bien, sont des interactions de type conflictuel. Hein, les individus s'opposent sur un certain nombre de choses. Alors, l'hypothèse principale de cette théorie, c'est que, et c'est contraire, je vous rappelle, à la théorie du marché, à la théorie néoclassique, les agents, cette fois-ci, ils ne décident pas chacun dans leur coin, indépendamment des autres. Hein, les décisions qui sont prises par un agent vont affecter directement la satisfaction d'un autre ou d'autres agents. Hein, donc, il y a un intérêt à connaître la décision de l'autre. Donc, ça, c'est une hypothèse extrêmement réaliste, hein, puisque, évidemment, dans la vie économique, c'est plutôt comme ça que ça se passe, hein, et qui vient contredire, si vous voulez, l'intuition néoclassique de dire, voilà, les agents décident dans leur coin sans tenir compte de la décision des autres. Alors, il existe différents types de jeux, donc différents types de situations relationnelles. Il y a les jeux coopératifs et non coopératifs, donc les jeux où les gens peuvent communiquer pour s'entendre, essayer de partager quelque chose, et puis les jeux, ça s'appelle un partenariat par exemple, un partenariat stratégique entre une entreprise et des fournisseurs, eh bien, est un jeu coopératif, et puis il y a des jeux non coopératifs, où on essaye de gagner aux dépens de l'autre, et la concurrence est le principal jeu non coopératif qui nous intéresse. Donc jeu coopératif, jeu non coopératif, jeu à somme nulle, jeu à somme positive. Le jeu à somme nulle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui est gagné par l'un est perdu par l'autre. Donc, par exemple, dans le jeu de la concurrence, si je gagne des parts de marché, c'est au détriment des parts de marché des autres. Donc, on peut considérer que la concurrence est un jeu à somme nulle. À moins d'envisager l'hypothèse que le fait qu'il y ait concurrence, ça dynamise l'ensemble des acteurs, et que finalement, on a plus, en termes d'évolution de coûts, de produits, etc., que sans concurrence. Les jeux à somme positive, c'est des jeux où on a tout à gagner de bien jouer. Donc ce sont généralement des jeux coopératifs, qui sont à somme positive, hein, et c'est le fameux 2 plus 2 égale 5, qui définit la synergie. Et les partenariats stratégiques dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, doivent être des jeux à somme positive. C'est-à-dire que ce sont des jeux gagnant-gagnant. Tout le monde doit gagner, en plus de manière équitable, au bon exercice de la relation. Enfin, il y a des jeux uniques et des jeux récurrents. Évidemment, les règles sont très différentes. Jeu unique, c'est one shot. J'achète un bien d'équipement, un fournisseur. Je ne reverrai plus ce fournisseur avant éventuellement plusieurs années, voire plus jamais. Ça, c'est un jeu
unique. Et donc les comportements ne sont pas les mêmes que quand les jeux sont récurrents, c'est-à-dire que quand la relation est répétée dans le temps. Hein, et évidemment, ça a tout changé au comportement des acteurs. Alors, l'application la plus concrète, et que vous connaissez peut-être d'ailleurs, la plus connue, très certainement, de la théorie des jeux, la plus spectaculaire aussi, c'est ce qu'on appelle le dilemme du prisonnier, qui est un modèle de jeu non coopératif. Alors, je vais faire le point sur le scénario donc de ce jeu. Alors, je vous présente d'abord la matrice des gains. Voilà. Alors, ce sont deux individus qui, dans une ville américaine, se font interpeller par la police après un cambriolage pour lequel ils sont fortement soupçonnés. Ils sont fortement soupçonnés parce qu'on retrouve à proximité de l'endroit où on les arrête un sac avec un pied de biche qui manifestement a servi à forcer la porte de la demeure où a eu lieu le braquage. Alors, on propose le deal suivant aux deux prisonniers qui deviennent des gardés à vue, on va dire ça comme ça, le gardé à vue A et le gardé à vue B. Et en fait, le deal est très très simple. Soit on arrive ils disent rien, ils se taisent, tous les deux, et donc on peut pas les impliquer dans le crime commis. Pourquoi ? Parce qu'il y a juste une présomption de preuve avec l'outil qu'on a retrouvé à proximité, mais on ne peut même pas affirmer que c'est à eux. Donc s'ils se taisent, c'est 0-0. Qu'est-ce que ça veut dire 0-0 ? Ça veut dire que ces gens sont remis en liberté parce qu'on n'a pas pu prouver leur culpabilité. La deuxième possibilité, chacun dénonce l'autre, en disant oui c'est lui, c'était son pied de biche, il m'a entraîné, etc. Et là, si tous les deux se dénoncent, eh bien évidemment ils sont coupables, ils seront également coupables, puisqu'on n'arrivera pas à... Ils étaient ensemble et ils se dénoncent mutuellement, donc on va considérer qu'ils sont équitablement responsables, et donc ils vont prendre -1, qui peut représenter 1 an de prison pour chacun. Pourquoi 1 an de prison, une peine aussi faible ? Parce que finalement, la justice américaine est très comme ça. Quand vous contribuez à faire éclater la vérité par vos aveux, vous avez droit à des peines généralement qui sont moins lourdes. Puis la deuxième, les deux autres solutions, qui sont en fait les mêmes mais réversibles, il y en a un qui dénonce l'autre, alors que l'autre nie, se tait. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, si A dénonce B, eh bien là, c'est là où il va avoir le meilleur gain, A, parce qu'il va avoir un gain positif qui va être, évidemment, il sort tout de suite, la police va faire ses excuses, et on va le remercier d'avoir coopéré à l'émergence de la vérité. Mais par contre, B qui va être dénoncé mais qui lui nie avoir participé, lui il va être condamné à la plus lourde peine parce que en plus il met une entrave à la justice et donc il va prendre 4 ans de prison. D'accord ? Et évidemment, la situation est inverse. Si A se tait et B dénonce A, on a le gain est strictement inverse. Donc voilà les 4 solutions du jeu. Il est évident que nos prisonniers sont mis dans des cellules séparées et qu'ils n'ont pas la possibilité de communiquer pour mettre en place une stratégie. C'est ça l'idée. Alors, quelle est la meilleure solution de ce jeu ? La meilleure solution de ce jeu, c'est que A et B se taisent. Autrement dit, qu'ils nient tous les deux. Et le gain maximum du jeu pour les joueurs, c'est ça. 0-0. En fait, à quelle solution on va arriver ? On va toujours arriver au gain -1. Parce que il est plus intéressant pour chacun des joueurs pris isolément de dénoncer l'autre que de prendre le risque de rien dire et de se faire dénoncer par l'autre. Donc voilà un jeu non coopératif où le gain maximum du jeu serait dans cette position-là et où systématiquement ce jeu va aboutir à cette distribution-là. Donc, c'est un jeu sous-optimal et vous remarquez bien que c'est un jeu qui est sous-optimal parce que les prisonniers n'ont pas eu l'occasion de coopérer et qu'en quelque sorte ils sont en concurrence sur la peine. Et quel enseignement nous on peut en tirer du point de vue de la vie des affaires ? Eh bien que très certainement la coopération est très supérieure en termes de gains à la situation de concurrence. Donc voilà le type de formalisation qui nous permet de démontrer, démonstration très simple, de démontrer que
le partenariat, la coopération est supérieur à la situation de rivalité et de concurrence. Il est plus efficace économiquement. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire et ce qu'on peut faire dire à cette théorie des jeux. Il existe des applications, notamment pour expliquer pourquoi les entreprises, dans leur contrat d'approvisionnement, n'ont pas intérêt à mettre un terme au contrat, c'est-à-dire de dire qu'en permanence, on est en tacite reconduction. On peut démontrer avec la théorie des jeux que c'est finalement la meilleure forme de contrat possible. Et donc, il y a beaucoup de problèmes relationnels dans l'entreprise et entre l'entreprise et son environnement qui peuvent se concevoir, sinon se résoudre, avec cette formalisation de la théorie des jeux. Donc, je rappelle, le résultat du jeu, la solution optimale du jeu est le mutisme de A et de B, 0 et 0 de gain. Pourtant, quoi que fasse l'autre, il vaut mieux le dénoncer que de se taire. L'équilibre du jeu n'est pas satisfaisant et n'est pas maximal. La coopération semble préférable à la rivalité. Donc c'est une démonstration intéressante, et puis c'est vrai que c'est des choses que l'on peut présupposer, mais que l'on arrive mal à démontrer en fait.